Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je commence à faire. Je viens de faire pour la deuxième fois une erreur que je vais devoir inclure dans ma série Comment commencer sa chaîne YouTube. Là, je vois ici avec mes yeux que le micro est bel et bien en marche, puis que quand je parle, les lignes bougent. Je viens juste d'enregistrer une vidéo de 20 minutes d'introduction pour une nouvelle série de vidéos. Puis juste en pesant sur record à la toute fin, après comme m'avoir parlé pendant 25 minutes, j'ai réalisé que mon micro était fermé puis que j'ai parlé dans le vide pendant 25 minutes. Donc l'apprentissage qui se fait. Je sais pas si je vais pouvoir répliquer ce que je viens juste de faire. Honnêtement, c'était mais on va y aller comme ça. Je commence une nouvelle série de vidéos. Dans cette vidéo aussi, parce que ça va être plus des conversations ou un monologue ouvert sur la technologie en général. Puis je veux aussi introduire une nouvelle série de vidéos sur l'intelligence artificielle et sur la technologie qui va venir prochainement. J'ai vraiment très hâte de pouvoir faire ça. Pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle, cette série-là que je parle, qui est pas style ouvert, puis qui est pas style un peu live stream, parce que là présentement c'est un petit peu, regardez, je fais juste m'enregistrer. Il y aura pas une grosse édition qui va être faite avec ça. Puis en fait, il n'y a même pas eu beaucoup de préparation. J'ai juste, je me suis juste dit, ok, je voudrais parler de telle puis telle affaire. Mais il n'y a pas de script. C'est juste moi qui discute de sujet général. Donc, ça va être une série de vidéos que je vais trouver super le fun à faire. Puis j'espère qu'il va avoir un certain niveau de succès puis un certain niveau d'intérêt parce que ça, c'est quelque chose que moi j'adore. C'est un petit peu comme de la radio en direct ou quelque chose comme ça. Puis je vais peut-être faire des podcasts en direct un jour. Je vais voir, ça serait quelque chose que j'adorerais faire un jour. S'il y a un niveau d'intérêt pour ça, c'est certain que je vais vouloir aller faire ça. Mais bon, pour commencer, je vais y aller avec cette série de vidéos-là sur YouTube, sur la technologie en général, un style un peu plus libre, un peu plus ouvert. Puis aussi, il va y avoir une série un petit peu plus structurée, avec un objectif plus précis, comme une espèce de question, puis une espèce de développement, puis une espèce de conclusion à la fin. Donc là, j'ai voulu commencer par plus l'introduction du style libre parce que j'ai pas eu le temps de me préparer. J'ai extrêmement hâte de parler de l'intelligence artificielle. Puis je pense que le tout premier podcast ou vidéo que je vais faire sur l'intelligence artificielle avec plus une question, puis un développement, puis une conclusion / réponse à la fin, ça va être sur l'intelligence artificielle, doit-on en avoir peur? Donc c'est ce que je viens juste de déblatérer pendant 20 minutes dans l'autre vidéo. Je pense que l'intelligence artificielle, doit-on en avoir peur? C'est une excellente question. C'est une question qui mérite d'être réfléchie en profondeur puis qui mérite d'être approfondie. Puis ma réponse à moi là-dessus, ben c'est pas un seul mot. Mais si j'étais obligé de choisir entre oui et non, ben je choisirais non. Mais ceci étant dit, je crois qu'il y a à peu près, je dirais 98% des scénarios dans lequel l'intelligence artificielle est soit positif ou neutre. Puis il y a peut-être un 2% des scénarios dans lesquels j'anticiperais que l'intelligence artificielle serait négative, aurait un impact négatif sur l'humanité. Par contre, le danger avec ça, ou la crainte, la grosse crainte dans ça, puis la raison pourquoi que je dirais également oui à cette question-là, malgré que ma réponse principale, ce serait non, j'ai pas le choix de mettre du oui dans ça quand même. Parce que le 2% de chance, dans ça, il y aurait des dangers d'extinction. Donc, l'humanité, en général, on est tellement gros, on s'est implanté partout sur Terre. S'il arrive une catastrophe sur une île, à quelque part, puis qu'il y a une sorte d'oiseau qui existe juste sur cette île-là, ben ce type d'oiseau-là existe plus. L'évolution de cette espèce-là, elle vient de finir. Nous autres, dans le cas de l'humanité, on est allé partout sur Terre. Donc, pour que l'humanité disparaisse au complet, il va pas mal falloir qu'on détruise la Terre au complet, puis qu'on n'ait pas encore réussi à envoyer personne sur Mars, mais ça, c'est un autre, ou ailleurs, là, sur la Lune, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est ça. Pour qu'il y ait fin de l'humanité aujourd'hui, avec le niveau de technologie, puis à quel point qu'on a réussi à aller partout sur l'humanité, sur la Terre, pour que ce soit vraiment la fin totale de l'humanité, il n'y a pas tant de choses que ça qui pourraient mettre fin complètement à l'humanité.
Je connais pas tous les détails. Mettons, j'ai écouté la série Fallout puis j'ai joué aux jeux vidéo Fallout. Ben, même le nucléaire, de ce que j'en comprends, puis quand j'écoute des vidéos, il parle de comme 98% de l'humanité qui pourrait être détruit en dedans de quelques heures, ou tu sais, là je dis encore 98%, mais tu sais, un immense pourcentage de l'humanité. Mais tu sais, 1% de 8 milliards, c'est beaucoup de monde pareil, là. Donc, s'il arrivait ce genre de catastrophe nucléaire, plus ou moins le worst case scénario, il semblerait qu'il va rester des humains quand même. Puis là, avec les espèces de leftovers de la société, ben, il y a raison de croire que peut-être que l'humanité serait capable de continuer, puis bon, dans une version beaucoup affaiblie et très changée, mais peut-être que l'humanité pourrait continuer. J'imagine que certains virus peut-être pourraient mettre fin à l'humanité complètement à 100%. Mais encore là, de ce que j'en comprends, dans la majorité des cas, ben, il y aurait beaucoup d'humains qui seraient immunisés contre cette affaire-là. Fait que même un virus ultra négatif qui mettrait fin à 99% de l'humanité rapidement, de ce que j'en comprends, il y aurait plus ou moins il y aurait une très grosse quantité de monde, là, parce que 8 milliards, ça fait 800 millions, ça fait 80 millions, donc il resterait potentiellement, s'il reste 1% de personnes, c'est quand même 80 millions d'humains. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'humains malgré tout. Euh, donc, tous les grands dangers qu'on connaît, qui pourraient mettre fin à l'humanité, du moins tel qu'on la connaît, on dirait qu'il y a comme une espèce de côté que ça pourrait être aussi le rebirth de l'humanité, un peu comme Noé, là, l'arche de Noé. Ça pourrait peut-être être une espèce de gros reset, puis il reste pas tant de monde que ça, puis ils vont reconstruire en ayant appris des erreurs. Ben, tu sais, il y a quand même eu beaucoup de bons, de réussis dans l'humanité, puis j'imagine qu'il restera des traces de ça. Donc, bref, il pourrait avoir une espèce de reset qui serait fait là, mais pour vraiment 100% mettre fin à l'humanité, il y en a pas tant que ça. L'intelligence artificielle, malheureusement, malgré là, j'arrête pas de parler d'extinction depuis le début, puis c'est pas ce que je veux qu'il soit donc ça fait bien que ce soit pas le vidéo sur l'intelligence artificielle que je suis en train de faire présentement. C'est pas ça qui va être le but, justement, de mon vidéo. La vidéo que je vais faire sur l'intelligence artificielle, la première vidéo que j'ai en tête sur l'intelligence artificielle, je veux, comme plus ou moins poser la question, devrions-nous en avoir peur, puis avoir un peu développé ce que je suis en train de dire là, mais aussi après ça, amener tout le positif, puis arriver en conclusion en disant, selon moi, puis là c'est très honnêtement, je pense qu'il y a à peu près 90 à 95% des scénarios où ce que l'intelligence artificielle va être quelque chose qui va être extraordinairement bénéfique pour l'humanité. Du niveau de l'électricité, mettons. Il y a quand même des désavantages à l'électricité, je suis convaincu. Mais c'est extraordinaire. En tout cas, de mon point de vue, à moi, ça semble une technologie qui est extraordinairement positive pour l'humanité puis qui a amené tellement de bénéfices et d'avantages que l'électricité semble quelque chose d'extraordinairement positif pour l'humanité. Je dirais qu'il y a comme plus ou moins, en gros, 95% de ce que l'électricité nous a amené, c'est des immenses avantages. Puis je vois un peu l'intelligence artificielle dans le même scope d'idées. Parce que oui, il va y avoir quelques désavantages, mais ça va être tellement mineur et tellement rare et tellement rien comparé aux immenses avantages que on va juste voir ça comme étant quelque chose d'extraordinairement positif. Puis ça dans tous les domaines, là, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur présentement. Exemple, moi, j'étais programmeur, voyez-vous, je suis peut-être même dans le genre de scénario qui est affecté directement par l'intelligence artificielle, mais pas directement. Mais tu sais, je suis programmeur, j'ai un diplôme en programmation, puis bon, à mon travail, je fais de la programmation, mais j'en fais pas tant que ça. C'est une un petit pourcentage des tâches que j'avais, puis là, ben, j'en fais encore moins qu'avant parce que, ben, c'est ça, j'en fais encore moins qu'avant, c'est d'autres tâches qui m'ont été assignées, dans le fond, puis je fais d'autres développements avec la technologie, mais je programme de moins en moins. Mais tu sais, je faisais plus de programmation en 2023 quand c'est sorti, puis j'ai pu tester ChatGPT dans un cadre de programmation. Puis je me suis dit, même si c'était pour remplacer, c'est vraiment pas proche d'être prêt à remplacer les programmeurs. Les bons programmeurs sont en sécurité, puis même les moyens programmeurs, un moyen programmeur avec un bon outil d'intelligence artificielle devient un extraordinairement meilleur programmeur que celui qui en a pas accès. Mais t'as quand même besoin d'avoir un moyen programmeur. T'sais, les pas bons programmeurs avec un outil d'intelligence artificielle, ça reste légèrement moins pire, j'imagine, là, mais
ça reste pas un bon programmeur. T'as besoin quand même d'un certain niveau d'expertise, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait pour être capable comme d'enligner puis d'orienter comme faut, puis de voir quand c'est pas correct, ou en tout cas de faire les ajustements nécessaires. Fait que ça prend quand même un certain niveau pour être capable d'être rehaussé en programmation par l'intelligence artificielle. Mais même si c'était pas le cas, là, même si on était rendu capable de faire des agents semi-autonomes, puis qu'il est capable de remplacer le genre de code que je faisais, c'est-à-dire du petit code, là, tu sais, faire des petites applications relativement simples, là, puis des affaires comme ça. Ben, même si l'intelligence artificielle était capable de remplacer comme 80% des programmeurs, puis qui faisaient le même genre, le même niveau de code, à peu près, puis que ça remplace 80% des programmeurs, ben, tu sais, même là, ça m'inquiéterait pas, puis ça m'aurait pas dérangé. J'aurais vu ça de façon très positive pour l'humanité. Ce 80%-là de programmeurs qui étaient pas élites, ben, on en avait besoin parce qu'il y avait du code à être fait. Mais tu sais, c'est pas nos meilleurs puis tout le kit. Fait que tu sais, le 20% élite vont pouvoir rester là, puis ils vont pouvoir comme ça va être l'élite qui va faire avancer la programmation puis tout ça. Puis ce 80%-là vont pouvoir aller dans d'autres domaines, puis vont peut-être même trouver un domaine dans lequel ils sont eux élites, etc. Puis on a tellement besoin de choses dans la société. Tu sais, je me souviens quand c'est arrivé au début, moi aussi j'avais un peu peur, puis bon, j'étais en programmation, fait que je me disais, oh tabarouette, tu vas arriver quoi avec ma job? Je me suis dit, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Là. Tu sais, juste moi-même, là, à soir, là, si j'avais des meilleurs outils de programmation, là, j'aurais pu programmer là, 4-5 outils technologiques qui me seraient utiles dans ma vie. Puis même si personne, même si je ne le mets pas sur le Play Store, ça pourrait m'être utile à moi. Il y a plein de petites tâches répétitives que si j'étais capable de faire un petit programme mieux fait, puis ça, je veux d'ailleurs découvrir, là, ça a l'air qu'il en existe des espèces de des affaires qui font des tâches automatiques. Donc, je vais essayer d'apprendre ça bientôt. Mais bref, si je pouvais faire des petits logiciels, là, j'en aurais fait. J'en aurais tout plein sur mon ordi. J'en ai d'ailleurs quelques-uns que j'ai fait moi-même. Puis j'en ai très peu parce que c'est quand même long, puis c'est compliqué, puis bon. Mais on manquerait pas de choses à faire. Si on avait la possibilité de pouvoir beaucoup plus facilement faire de code, puis que tout le monde pouvait chez eux comme dire « Ah, j'aurais besoin d'une application pour quelqu'un que mon lait est rendu au corps. Je reçois un message pour me dire « Ah, ton lait est au corps, mettons, ou je sais pas quoi. » Alors, ça serait infini le genre de choses qu'on pourrait faire. Là. Fait que moi, même pour les programmeurs, puis le domaine de la programmation, je vois même pas un angle dans lequel c'est négatif. Parce que on manque pas de programmation qu'on pourrait faire. On pourrait garder 100% des programmeurs qu'il y a là, puis ajouter l'intelligence artificielle, puis juste produire 1000 fois plus de code qu'on en produit aujourd'hui en 2025. Puis même avec 1000 fois plus de code ou 10 000 fois plus de code qu'on fait là, on va encore avoir des affaires qu'on va avoir le goût de faire. Je pense que c'est plus ou moins infini le domaine digital, puis le domaine de la création, puis tout ça. On manquera pas de... Tu sais, un autre exemple, là, puis regarde... Mais là, je m'en vais dans toutes sortes de directions, là, mais depuis le début des temps, il y a eu des dessins qui ont été faits, là, depuis les hommes des cavernes, peut-être pas le début des temps, mais bon, depuis les hommes des cavernes qui faisaient des dessins jusqu'à, tu sais, Léonard de Vinci qui a fait des peintures, puis tous les grands artistes. Il y a eu des humains qui ont fait des dessins, puis qui ont fait de l'art, puis qui ont imaginé depuis que l'humain existe. Puis on manque pas de dessins à faire. Tu sais, je pourrais direct là aller sur un générateur d'intelligence artificielle, puis vouloir avoir 1000 nouvelles images que je vais être content d'avoir, puis qui vont pouvoir avoir une espèce d'utilité dans mon contexte, puis genre faire une vidéo avec ça, etc. Je pense pas qu'on va manquer un jour d'images à créer. Peut-être qu'un jour, justement, la créativité va être ailleurs, puis bon, il va y avoir beaucoup moins d'images qui se créent parce que il y a eu tellement d'abondance. Il doit y avoir des aspects négatifs à ça, mais le fait que l'imprimante existe aujourd'hui, on peut répliquer des livres à l'infini, fait que quelqu'un peut écrire un livre, après ça l'imprimer à l'infini. On n'a jamais manqué de choses à lire ou de choses à créer. Il existe déjà plus de choses. Je sais même pas si ça serait possible. En même temps que tous les humains, là, on ferait pause, là, puis on se dit, OK, on essaie de lire tout ce qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité. On est 8 milliards d'humains, là, puis on prend chacun un livre différent, puis on essaie de passer à travers tout ce qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité. Je sais même pas si on est capable, à l'intérieur d'une vie, de 8 milliards de vies humaines actives, de passer à travers tout ce qui a été écrit, puis il y a encore des affaires qui s'écrivent, puis il y a encore un besoin d'avoir du nouveau contenu écrit. Puis d'ailleurs, on peut l'entendre avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a été entraînée avec plus ou moins tout le contenu que l'humanité avait disponible jusqu'à maintenant. Puis là, il y a comme plus de données. On est comme à manque de données. Fait que là, chacun chez nous, on mène nos vies, puis on écrit des affaires, on s'écrit des courriels aux uns aux autres. Mais rien de ça est enregistré.
c'est comme toutes des données qui sont perdues, entre parenthèses. On vit chacun des vies individuelles où ce qu'on apprend des expériences, où ce qu'on grandit. Puis cette expérience-là est comme pas efficacement partagée, puis pas efficacement enregistrée. Puis si on est s'il y a bien une époque où ce que on est capable d'enregistrer notre information, c'est bien aujourd'hui avec l'ère digitale, tout ça. T'sais, dans le temps de Jésus, là, il en reste pas bien là, des écrits du temps de Jésus, là. Dans le temps de Jésus, il y avait presque personne qui écrivait. Puis les quelques-uns qui écrivaient, c'est ça, il fallait que les affaires survivent, puis ça dépendait de ce sur quoi ils écrivaient. Puis bon, il y avait des vies tellement plus occupées dans ce temps-là. Tu sais, juste faire la vaisselle, peut-être pas la vaisselle, faire le lavage, etc. Il fallait que tu marches à la rivière. J'en ai pas moindre comment ils faisaient les affaires. Mais juste t'occuper de tes besoins de base était tellement plus difficile, puis ça prenait tellement plus de temps qu'il y avait moins de temps libre pour écrire. Fait que il existait beaucoup moins d'humains dans ce temps-là, puis presque peu étaient capables d'écrire, puis en plus, leur vie était tellement plus remplie qu'il n'y avait pas beaucoup de temps d'écrire. Fait que là, il n'y avait pas beaucoup de contenu qui se faisait, puis ce qui se passait dans ce temps-là, on le sait pas tant que ça. À peu près tous les humains ont vécu leur vie sans vraiment laisser de traces aujourd'hui. En tout cas, de traces écrites et d'enregistrement de leur vécu, de leur vie. Puis ça, même si on a l'impression que ça n'a comme pas de valeur, toutes nos petites interactions pis tout ça, mais pour une intelligence artificielle ou pour, je sais pas, des extraterrestres qui regarderaient ou pour Dieu ou n'importe quoi, mais ça a de la valeur, là, c'est ça qui compte, là, comme la vie de chacun, puis on apprend, puis on avance. Donc bref, là je suis rendu loin, mais en gros, moi je crois vraiment que l'intelligence artificielle va être de quoi d'extrêmement positif. Dans l'autre vidéo que j'ai enregistrée, j'avais commencé de parler avec ma Tesla. J'ai acheté une Tesla l'année dernière, puis j'adore ce véhicule-là. J'ai tombé à terre quand j'ai essayé le full self-driving la première fois. J'avais définitivement une crainte, puis j'entendais parler sur des vidéos, puis il y a beaucoup de contenu sur ça, puis il y a beaucoup de... Mais j'ai goût de dire de la mauvaise information. C'est peut-être pas de la mauvaise information, mais un focus sur les problèmes ou sur les limitations. Mais quand je l'ai essayé, c'est tellement plus avancé et tellement plus efficace que ce que je pensais que c'était capable d'être. J'ai tombé à terre. Je suis extraordinairement impressionné par mon véhicule. Honnêtement, la Tesla, je trouve ça vraiment merveilleux. J'arrête quoi à parler puis je vais probablement en parler pendant des heures et des heures lors des prochaines vidéos. Mais après ça, j'ai été embarqué sur Musk. Puis tu sais, là, je vais pas rouvrir la même parenthèse parce que ça a pris, je pense, 15 minutes que j'ai parlé de Elon Musk. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens présentement qui aiment pas, particulièrement au Québec, qui aiment pas Elon Musk par rapport à son côté politique, par rapport à... Mais tu sais, ce qu'il a été capable de faire en tant qu'innovateur, puis entrepreneur, c'est extraordinairement impressionnant. Puis il n'y a pas grand humain qui a été capable de faire avancer l'humanité autant que cette personne-là. Puis là, j'avais commencé à parler de Tesla, justement, tu sais, l'industrie automobile pendant très longtemps, puis le lobby du pétrole aussi. C'était très, très fort. Puis pendant très longtemps, les autres, ils n'avaient pas le goût que l'électricité arrive. Là, j'avais embarqué aussi sur Rockefeller puis l'électricité. Puis dans le temps de Rockefeller, quand que l'électricité est arrivée, presque tout le monde autour de Rockefeller ont tout fait pour essayer de nuire à l'électricité. Puis il y avait l'impression que ça allait nuire au pétrole. Puis Rockefeller, lui, ça a l'air qu'il avait comme publiquement dit que, au contraire, il était extrêmement content de l'arrivée de l'électricité. Il pensait que c'était une des meilleures choses pour l'humanité. Puis que si l'humain était moins dépendant du pétrole, bien on allait pouvoir s'en servir pour faire des plus grandes choses. Là, il était comme plus ou moins dilué. On avait besoin de faire ça. Mais là, je pense que c'est un peu le même genre de révolution qui arrive avec l'électricité. En fait, aujourd'hui, avec les autos électriques, c'est une autre étape dans ça. C'est une autre dépendance de moins pour une ressource qui est beaucoup plus dure à faire. L'électricité, c'est renouvelable. Le pétrole, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est définitivement une très bonne chose que les petits déplacements de chaque individu, quand on va juste au dépanneur, on va juste faire l'épicerie, etc., si on est capable de dépenser l'électricité qu'on est capable de faire facilement, c'est beaucoup, beaucoup mieux pour l'humanité et pour les ressources naturelles de la Terre que d'utiliser de l'essence pour faire ce déplacement-là. Surtout sur une grande échelle. Si on a 8 milliards d'humains pendant des centaines d'années qui font ça, c'est extraordinairement beaucoup d'essence qui a été brûlée alors qu'on n'avait pas besoin de brûler cette essence-là pour cette tâche-là. Tu sais, Rockefeller faisait un peu dire ça dans ce temps-là. Là. Il disait, regarde, on gaspille de quoi de très précieux pour juste éclairer les maisons puis pour juste éclairer les rues dehors. Mais si on est capable de le faire autrement, plus facilement, cette richesse-là va pouvoir être utilisée de façon plus efficace.
ben je pense que c'est ça, c'est un autre pas qui a été fait. Puis les géants de l'industrie étaient plus comme les personnes en dessous de Rockefeller, les autres riches qui étaient haut placés dans sa compagnie de pétrole. Ben, je pense que les géants là, comme Toyota, Honda, mais aussi au niveau des géants du pétrole, savaient pas le goût que les autos électriques commencent à être une révolution. Il n'y avait pas le goût que les véhicules du futur soient des véhicules électriques, qu'on arrête d'utiliser de l'essence pour faire des déplacements. Fait que ça, c'est très révolutionnaire qu'est-ce qu'il a été capable de faire là-dessus. Tu sais, le pétrole a des capacités que l'électricité sera probablement jamais capable d'accoter. Fait que gardons notre pétrole pour ce genre de choses-là qu'on n'est pas capable de faire autrement, puis utilisons l'électricité pour faire les affaires qu'on est capable de faire avec. Parce que si on est capable de refaire presque à l'infini, puis c'est comme renouvelable, on fait juste faire bouger des électrons, on les détruit pas, etc. Bon, bref. Donc ça, c'était une très grosse révolution. Puis il y a d'autres révolutions aussi. Là, j'avais embarqué dans Neuralink. J'ai vu un reportage sur la toute première opération d'une personne qui était locked in, là, qui avait une condition qu'il était comme prisonnier de son cerveau, mais qui était encore tout là, il était capable de réfléchir, il était capable de faire. Il est comme nous autres, en dedans de son cerveau, mais il a juste plus accès à ses muscles. Puis avant les années 60, je me rappelle plus, je pense que c'était plus ou moins en 60. Avant cette recherche-là que j'avais vue dans un reportage, ce monde-là était considéré végétatif, puis peut-être même qu'il laissait mourir ou que il était branché sur des solutés, etc. Mais il n'y avait jamais aucune interaction avec le monde extérieur. Il était pris dans leur corps, puis il y avait peut-être des gens des fois qui venaient leur parler, mais puis là, ben dans ces années-là, il y a quelqu'un qui a décidé de faire une opération, puis qui s'est dit moi je vois avec ses yeux, puis tout, il a l'air d'être là, puis je pose des questions, puis bon. Fait que c'est dit, je pense qu'il est là, fait il a fait l'hypothèse que il voulait placer un mini récepteur radio dans son cerveau. Fait que là, ils ont fait une opération, puis là, ils ont été placés vis-à-vis une place où il y a un signal électrique qui passe pour le cerveau. Ils ont été placés un petit récepteur là, puis là, ben, éventuellement, le cerveau a cicatrisé par-dessus. Puis l'espèce de petit récepteur était capable de recevoir les signaux électriques, puis après ça, d'y retransmettre. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient dit à personne, pense haut, pense up, up, up tout le temps, puis mec, on en reçoit le signal, on va savoir, ok, ça ici, ça veut dire up. Puis de là, ben, je me rappelle plus exactement de tout le reste. Après ça, j'imagine, ils ont dit, pense down. Là, si on est capable de traduire, ok, ce signal-là veut dire down. Puis à partir de ça, il a été capable de le brancher sur un ordinateur avec un clavier quelconque. Puis il a été capable de communiquer avec le monde extérieur. Puis ben, Stephen Hawking, plus tard, qui était un très grand scientifique, je pense que c'est exactement ça qu'il y avait, là, ce genre de situation-là. Mais peut-être pas Stephen Hawking, parce que je pense qu'il avait la bouche, lui. Mais bref, il y a du monde comme lui qui était dans cette situation-là, qui maintenant avait accès à une chaise, puis ils peuvent se déplacer. Ils ont accès à un ordinateur, fait qu'ils pouvaient parler, ils pouvaient communiquer avec les gens, ils pouvaient écouter la télé, ils pouvaient, Fait que ça, pour eux autres, la révolution, c'est extraordinaire. Puis le Neuralink, c'est un très gros pas de plus. Tu sais, avant, comme je viens d'expliquer, c'était plus ou moins comme un petit signal radio. Là, j'imagine qu'il y a eu plusieurs évolutions de ça. Mais en gros, c'était très limité. Là, on reçoit un petit signal, puis on essaie de le renvoyer, puis on essaie de le décoder. Puis avec quelques signaux, on essayait de faire une panoplie d'options pour pouvoir permettre à la personne de faire toutes sortes de choses. Mais là, Neuralink, c'est un gros pas par en avant. Puis là, la personne est capable de jouer à des jeux vidéo, est capable de contrôler sa chaise, puis le kit. Donc, elle est capable de commencer à interagir. Puis là, pour beaucoup de monde, là, il y a comme un côté, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de ça, comme moi, j'aime pas trop ça, les affaires là, de puces dans le cerveau, là, puis mais tu sais, ça fait longtemps que ça existe, puis dans le cas de ce genre de personnes-là qui étaient handicapées puis qui n'avaient pas accès, puis qui étaient prisonniers de son propre corps, waouh, tu sais, c'est une révolution extraordinaire de sa qualité de vie. Puis la même affaire avec Starlink, là, je veux dire, n'importe qui là, qui écoute ça présentement, là, on a accès à Internet présentement, vu que vous êtes en train d'écouter ça. Ben, tu sais, ça peut avoir de l'air banal, là, Starlink, de dire, ben, tu sais, ils ont permis d'avoir Internet au monde qui était loin. Mais tu sais, faites juste débrancher votre routeur pendant une semaine, puis débrancher votre... fermer les données mobiles. Pas Internet pendant une semaine, là, c'est significatif, là. Avoir accès à Internet, c'est tout un cadeau de la vie. C'est une révolution, ça change la vie complètement, ça peut donner une qualité de vie, blablabla. C'est un très, très gros impact, honnêtement, la différence entre avoir accès à Internet et ne pas avoir accès à Internet. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde qui avaient plein de qualités, qui devaient avoir des très belles vies, le kit.
l'endroit était un bel endroit, mais il n'y avait pas accès à Internet. Fait que, tu sais, comment tu veux attirer de la population, etc. Puis même juste ceux qui habitaient là, tu sais, regarde, il y en a plein qui avaient décidé, regarde, moi je suis prêt à faire ce sacrifice-là, de vivre une vie sans Internet parce que je suis tellement bien ici, blabla, peu importe c'était quoi leur raison. Mais là, ils n'ont plus besoin de faire ce sacrifice-là. Aujourd'hui, ils peuvent avoir accès à Internet comme les autres. Donc, avoir accès à de l'information infinie, à du divertissement infini, et bon. Ce genre de révolution-là, là, on n'a pas le choix d'admirer ça quand même. Donc, peu importe où ce qu'on se place au niveau politique, par rapport à nos allégeances, puis tout ça, tu sais, je pense que la technologie, puis le côté science et le côté technologie devrait d'être à l'écart de tout ça. Donc, bref, il y a des gens, des fois, quand je parle de Tesla, que je ressens le dédain par rapport à Elon Musk ou par rapport à la compagnie Tesla, de ce qu'elle représente. Mais tu sais, je pense que d'un point de vue technologique, là, des fois, il faut essayer de se détacher de tout ça un peu puis de regarder concrètement, là, tu sais, c'est une révolution technologique qui va amener plein de positifs pour l'humanité. Puis même si on n'aime pas particulièrement Elon Musk et Tesla, grâce à ça, il existe plein d'autres alternatives aujourd'hui de véhicules électriques. Puis même les grosses compagnies, les géants, ont commencé à faire des véhicules électriques. Si ça n'avait pas été que quelqu'un est arrivé puis qu'il nous a forcé la main, ben aujourd'hui en 2025, ça serait encore le statu quo, puis on n'aurait encore pas de véhicules électriques, puis il n'y aura pas de progrès là-dessus, puis il n'y aura pas de compétition, etc. Donc, moi, je suis un fan de la technologie. J'imagine que ça a un côté pur, un côté, c'est ça. C'est comme un peu les mathématiques, j'imagine. Ça a un côté qui est comme, j'ai de la difficulté à mettre le bon mot dessus, mais c'est en dehors de nos allégeances politiques et de notre côté moral et tout le kit. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui aime pas les vaccins, tout le kit, mais ou même les médicaments, les pilules, tout ça, mais tu sais, un médicament qui guérit la maladie de la personne que t'aimes le plus, là, ben c'est miraculeux, là, c'est merveilleux. Puis quand ça t'arrive dans ta vie, tu fais waouh, regarde, c'est la chose la plus merveilleuse qui pouvait arriver. Puis bon, donc l'impact de certaines choses, des fois, là. Mais bref, c'est ça. Moi, la technologie, c'est quelque chose qui m'intéresse extrêmement beaucoup. Je passe mon temps à écouter des vidéos puis à lire des articles sur la technologie. Je suis vraiment content de commencer cette série de vidéos-là aujourd'hui. C'est un petit peu le fouillis, là, c'est un petit peu pêle-mêle. Ça va être, je vais probablement m'améliorer avec le temps, mais cette série de vidéos-là va être un petit peu plus brouillon, puis j'ai l'intention de commencer très bientôt une autre série de vidéos qui va être un petit peu plus précise, un petit peu plus organisée, puis qui va avoir plus ou moins une question, puis un développement, puis une conclusion à la fin. Fait que ça aussi, ça s'en vient. J'ai très hâte de commencer les deux. J'espère que vous avez aimé ça. J'aimerais extrêmement beaucoup ça dans la vie, pouvoir faire des podcasts ouverts comme ça, tu sais, une espèce de style radio, émission de radio, là. Mais ce serait quelque chose que j'adorerais faire, de pouvoir juste discuter comme ça ouvertement. Donc, si ça l'intéresse des gens, si vous avez écouté ça et que vous avez trouvé ça intéressant, ben, s'il vous plaît, faites-moi le savoir, faites des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, thumbs up. Ça va vraiment m'encourager pour de vrai parce que je suis un nouveau YouTuber puis il y a plusieurs choses qui m'intéressent puis là je suis encore en train d'essayer de décider vers quel type de contenu je vais faire. Je pense que ça serait mon type de contenu préféré parce que l'édition vidéo, je connais pas beaucoup ça. Je suis en train d'apprendre ça présentement, je fais un tutoriel, là, je me suis inscrit à un cours puis j'ai payé de l'argent pour pouvoir faire un cours. J'apprends comment faire des éditions vidéo pour pouvoir faire des vidéos de qualité professionnelle qui ressemblent à des vidéos YouTube qu'on écoute et qu'on aime écouter. Ben, je le sais que présentement mes vidéos ont pas ce niveau de qualité-là, puis que si moi j'étais l'audience, puis que j'étais la personne qui regarde, puis que je tombais sur ma chaîne, puis que je regardais mes vidéos, tu sais, je serais pas, je pense pas que j'aimerais tant le contenu. Tu sais, il manque encore quelque chose, il y a de l'ajustement d'être fait. Par contre, si ce type de vidéo-là clique avec vous puis que vous aimez ça, ben je pense que ce serait mon type de contenu préféré parce que j'adore juste discuter. Puis là, j'aurais pas besoin de faire tout le côté édition vidéo puis passer. C'est souvent ça, regarde. J'ai parlé dans le vide pendant une demi-heure juste avant, puis là, ça fait 30 minutes que je parle dans le vide, ça va avoir pris 1 heure total toute pour faire les 2 vidéos. Si je fais une version éditée avec DaVinci puis que j'ajoute des affaires, ben là, j'ai comme 30 minutes d'enregistrement, puis c'est quoi, 3, 4, 5, 6 heures d'édition vidéo peut-être pour rendre la vidéo intéressante.
Donc, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup plus d'heures de travail. Ça me laisse moins de temps pour faire les recherches. Ce que j'aime le plus faire dans la vie, honnêtement, c'est d'apprendre sur la technologie, c'est de m'informer sur la technologie. Fait que plus que j'ai de temps pour faire ça, puis plus que puis après ça d'en parler puis d'expliquer. Donc plus que j'ai de temps pour apprendre sur la technologie, puis plus que j'ai de temps de venir apprendre et expliquer ce que j'ai appris puis ce que j'ai vu, ben plus que je vais être content parce que c'est ce que j'aime le plus faire dans la vie. Fait que le côté édition vidéo, je le fais parce que ça semble être une obligation. Mais si finalement ça ne l'est pas, puis qu'il y a des podcasts plus ouverts comme ça, sans trop faire d'édition vidéo, c'est un format qui plaît au monde, ben moi je vais être extrêmement content. Fait que n'importe qui est resté jusqu'à la fin, je vous remercie énormément. Vous êtes mes champions. Je vous souhaite une super belle soirée. Je vais revenir très bientôt avec des vidéos, d'autres vidéos YouTube. Je sais pas exactement lesquelles vont être les prochains. Comme je dis, ce type de vidéo-là m'intéresse extrêmement beaucoup. Puis j'ai juste besoin de peser sur record puis partir à parler. Puis comme vous voyez, j'ai pas de difficulté à parler. Donc, je pense que ce type de vidéo-là, ça va être le genre de vidéo que je vais faire de façon quand même assez régulière. Mais c'est brouillon un peu, puis c'est moins ce que je vise pouvoir faire comme contenu, parce que comme je dis, je crois que moi, ce serait moins le type de vidéo qui m'intéresserait. Fait que je vais essayer de travailler à créer le maximum de contenu possible, le plus intéressant possible. Définitivement, je vais apprendre à faire des vidéos de qualité. Donc, si vous êtes intéressé par ça, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plus de contenu qui s'en vient prochainement. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.